Monsieur le ministre, la parole est à Mme Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, mes chers collègues, nous nous retrouvons comme chaque année à l'automne pour examiner le projet de loi de finances qui va poser les grandes lignes directrices du budget de la France en 2015 et de la politique économique de notre pays. Cette année, l'exercice recouvre deux particularités. Première particularité, nous examinons en plus du projet de loi de finances le projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019 qui est présenté par le gouvernement. C'est le quatrième réalisé sous la Ve République et le deuxième dans le cadre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous nous astreignons, via cette loi de programmation, à donner de la perspective à nos choix budgétaires d'aujourd'hui et à les traduire sur plusieurs années. Deuxième particularité, le contexte économique mondial et européen. La crise financière, vous le savez mes chers collègues, a débuté il y a maintenant 7 ans. Certains prédisaient, il y a 7 ans, qu'une crise financière de cette nature, c'est-à-dire une crise financière qui déforme les bilans bancaires et qui, de fait, entraîne des réactions en chaîne, durerait plusieurs années. Nous avions alors peine à les croire. Mais ils avaient raison, parce qu'une crise de cette nature, c'est un peu comme un tremblement de terre, il y a des répliques. Ces répliques ont eu lieu. C'est par exemple la première qui est intervenue en août 2011, qui s'est traduite par une crise du refinancement des banques. Depuis, notre économie a connu un rebond en 2012 et en 2013. Mais aujourd'hui, si nous ne sommes pas vigilants, il pourrait y avoir une nouvelle réplique qui prendrait alors la couleur de la déflation. La déflation, c'est un poison à mort lente. On ne ressent pas nécessairement ses effets au départ, c'est insidieux. C'est la baisse de la valeur des actifs dans les comptes des entreprises et dans les bilans bancaires. C'est un arrêt de l'activité économique, c'est-à-dire qu'on attend et on ne fait rien. Loin de moi l'idée de peindre ici un tableau inquiétant, tout simplement parce que je suis intimement convaincue que nous avons les moyens de lutter contre ce danger sournois qui est la déflation. Ces moyens passent bien sûr par les talents que compte la France. Et cette année 2014 l'a démontré avec l'attribution au mois d'août de la médaille Fields à Arthur Avila et hier celle du prix Nobel d'économie à Jean Tirole. Ce sont deux figures emblématiques du génie français, ce génie tantôt envié, tantôt décrié, mais qui ne laisse pas indifférent. C'est un génie qui intrigue, parce qu'il n'est jamais là où on l'attend. C'est un génie que je qualifierais d'ingénieral, c'est-à-dire capable de faire preuve de pragmatisme pour affronter les situations. Alors pour illustrer, il y a un chiffre que je ne me lasserai jamais de répéter dans cet hémicycle ou ailleurs, c'est celui du rang de la France dans l'innovation mondiale. Et ce rang de la France dans l'innovation mondiale, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'agence américaine Reuters. Le rang de la France dans l'innovation mondiale est le 3e, car notre pays dispose aujourd'hui de 13% de l'innovation mondiale. Dès lors, il est essentiel que tous ces talents puissent aussi trouver une traduction dans la création d'activités économiques ici, dans notre pays. Y parvenir, c'est sans doute réussir à faire converger plusieurs choses. J'en vois 3 qui ont une importance équivalente, c'est-à-dire que l'une ne saurait prendre le pas sur les 2 autres. La première, c'est le soutien à l'investissement. On l'a dit de nombreuses fois dans cet hémicycle, mais je le redis encore une fois, l'investissement des entreprises françaises a baissé depuis le début des années 2000. Le deuxième, c'est le soutien au pouvoir d'achat des ménages, des Français. C'est à la fois de la justice sociale et de l'efficacité économique. La troisième, c'est la réduction de notre déficit. Les 3 objectifs ne sont pas opposables. Sacrifier le soutien à la croissance pour assainir rapidement les finances publiques se révèle contre-productif, puisque sans croissance, les recettes publiques diminuent, ce qui contraint à de nouvelles augmentations d'impôts pour tenter de compenser les moindres recettes, et ce qui peut bien sûr entraîner un cercle vicieux. Mais abandonner l'objectif de réduction du déficit public
est tout aussi contre-productif, puisque ça, à terme, cela met le pays en situation de dépendance vis-à-vis des investisseurs étrangers pour le financement de notre dette, et ce qui finit par nuire à la création de croissance économique et donc à l'emploi. Les deux projets, je vais y répondre, Monsieur Emmanuelli, les deux projets de loi que nous commençons à examiner ce jour visent à faire converger ces trois objectifs de manière équilibrée. Ce n'est certes pas simple, mais c'est réalisable. Tout d'abord, le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2014 à 2019. Ce projet de loi a deux grandes vertus. Première vertu, il est ambitieux en termes de gouvernance pour nos finances publiques. Ainsi, il propose que soient mises sous des objectifs de croissance toutes les composantes de la dépense publique, qu'elles constituent bien sûr celles de l'État, mais aussi celles des organismes de sécurité sociale, nous avons déjà un ONDAM, et celles des collectivités territoriales, en prenant soin d'associer chacun au débat. Deuxième objectif au sein de cette gouvernance, le fait que nous puissions avoir des objectifs de réduction en euros courants. C'est un débat que nous avons de manière récurrente au sein de notre commission des finances et qui trouve ici une traduction dans ce projet de loi de programmation. Nous proposons également d'aller un peu plus loin avec des amendements qui visent notamment à décliner plus précisément ces objectifs et à améliorer l'information du Parlement. Deuxième vertu de ce projet de loi de programmation, ce sont les objectifs qu'elle comporte. Alors j'entends celles et ceux, surtout à la droite de l'hémicycle, qui n'y verraient qu'un report de 2 ans de l'objectif sur le déficit structurel. C'est vrai, ce projet de loi propose un report de 2 ans de l'objectif sur le déficit structurel, mais je le reconnais. En adaptant le calendrier de retour de la France vers l'équilibre budgétaire à la situation économique et sociale de notre pays, le gouvernement fait le choix de protéger la croissance. Le niveau de croissance observé en 2013 et attendu pour 2014 est quelque peu insuffisant pour atteindre le niveau de déficit que nous avions initialement prévu. Si le niveau de dépenses est conforme à la prévision inscrite dans la loi de finances rectificative du 8 août 2014, le niveau de recettes est légèrement inférieur à celui envisagé. Aussi, atteindre le niveau de déficit prévu supposerait soit d'augmenter les impôts, soit de réduire encore plus les dépenses. Dans les deux cas, du fait du cycle économique dans lequel la France et l'Europe se trouvent, cela aurait un effet récessif et donc contre-productif pour atteindre l'objectif initial. Ce report est économiquement judicieux. Et je rappelle à toutes fins utiles à nos collègues de l'opposition que ce report est prévu par le traité, notamment par son article 3. Maintenant, sur le projet de loi de finances, qui est la déclinaison pour 2015 des objectifs inscrits dans la loi de programmation. Alors je voudrais, mes chers collègues, commencer par un petit rappel. Pas beaucoup de chiffres dans mon intervention, mais je vais quand même en rappeler quelques-uns. Pour mémoire, l'ensemble des dépenses publiques, État, collectivités, sécurité sociale, augmentaient chaque année de 37,5 milliards entre 2002 et 2007. Chaque année, nous avions 37,5 milliards d'euros de plus de dépenses. Entre 2007 et 2012, ces dépenses publiques augmentaient chaque année de 34,1 milliards d'euros. Entre 2013 et 2014, les dépenses publiques ont augmenté chaque année de 20,4 milliards d'euros. J'espère que nos collègues de l'opposition redonneront ici, dans cet hémicycle, crédit à l'actuelle majorité d'avoir réduit le rythme des dépenses publiques comme ils l'ont fait judicieusement en commission des finances. Concrètement, sur les dépenses, voici ce qui est proposé. Pour 2015 à 2017, nous poursuivons la réduction du rythme des dépenses publiques pour que ces dernières n'augmentent pas plus vite que la richesse supplémentaire que nous créons chaque année, ce qui est la croissance économique. Cette réduction sera rendue possible via le plan d'économie en 2015 de 21 milliards d'euros proposé par le gouvernement. Ce plan représente un effort de 7,7 milliards sur l'État et ses opérateurs, de 9,6 milliards sur les organismes de sécurité sociale et de 3,7 milliards sur les collectivités locales. Mes chers collègues, vous en conviendrez, c'est un plan ambitieux. Ce plan doit bien consister à rationaliser la dépense publique, mais pas à la rationner.
Ce plan est ambitieux aussi par les choix qui sont faits. Il y a dans ce plan 12 missions qui voient leur crédit budgétaire augmenter, 10 qui voient leur crédit budgétaire baisser de moins de 3%, 7 qui voient leur crédit budgétaire baisser de plus de 3%. Il y a des choix qui sont faits dans la réduction de ces dépenses. Ces choix, nous les suivrons, nous la majorité, mais j'espère vous aussi, mes chers collègues de l'opposition. Et nous veillerons notamment avec un petit focus spécial sur les crédits de l'emploi, qui nous est cher, et bien sûr de la défense, notamment puisque nous avons des soldats qui sont envoyés en opération extérieure. Je voudrais ici, encore une fois, m'adresser à mes collègues de l'UMP. En dehors de cette Assemblée, vous prenez 100 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, jugeant que les 50 milliards d'euros proposés par le gouvernement ne seraient pas suffisants. Mais dans le même temps, vous avez déposé 320 amendements pour cette séance, 320 pour ce projet de loi de finances 2015, et aucun ne propose des réductions de dépenses. Tous visent à augmenter les dépenses. Aucun ne propose de réduction de dépenses. Vous proposez même, mes chers collègues, de supprimer les réductions que nous avons envisagées. Alors, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à faire preuve d'un peu de cohérence entre ce que vous défendez ici dans l'hémicycle, et ce que vous affichez à l'UMP. Je pense que chacun y verra beaucoup plus clair et notre démocratie n'en sortira que grandie. Pour conclure sur les dépenses, je considère que l'effort à réaliser est ambitieux. Je considère qu'il est en ligne avec ce que nos partenaires européens attendent de nous. Pas dans le sens de devoir répondre à une quelconque injonction de la part de l'Europe, mais pour nous-mêmes, pour notre économie, pour la France, et aussi par respect des engagements que nous prenons. Je considère même que ces efforts sur les dépenses nous permettent sans doute d'aller au-delà des 0,2% d'efforts structurels qui sont affichés dans ce PLF 2015. Maintenant, un petit mot sur les recettes, notamment pour battre quelques idées en brèche, quelques idées fausses. Entre 2013 et 2014, le nombre de Français, de foyers fiscaux qui sont imposables, qui sont redevables au titre de l'impôt sur le revenu, a baissé d'1 million. Ce PLF, ce projet de loi de finances, va plus loin pour redonner du pouvoir d'achat aux Français via son article 2. L'article 2 vise, si je devais le résumer, à faire entrer les Français plus tard dans l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour une famille qui compte 2 parents et 2 enfants, il commençait à payer de l'impôt lorsque son revenu annuel était de 27 702 €. Avec l'article 2, qui, je l'espère, sera voté, il commencera à payer de l'impôt sur le revenu si son revenu annuel dépasse les 39 959 €. Alors, est-ce que faire sortir ou ne pas entrer des Français dans l'impôt sur le revenu va se faire au détriment des autres contribuables? La réponse est non. Si aujourd'hui, votre tranche d'imposition est inférieure à 14%, vous verrez votre impôt sur le revenu baisser. Si votre tranche d'imposition est supérieure à 14%, votre impôt sur le revenu en 2015, à revenu constant bien sûr, sera le même. Au total, ce sont 9 millions de Français, 9 millions de foyers fiscaux qui vont bénéficier de cette mesure, soit un quart des foyers fiscaux français, sachant que sur ces 36 millions de foyers fiscaux français, la moitié est imposable. Ceci représente un coût budgétaire pour l'État de 3,167 milliards d'euros. Alors comment l'équilibre des finances publiques est-il réalisé avec cette baisse d'impôt que nous propose le gouvernement dans l'article 2 ? Pour 2014, les recettes de l'impôt sur le revenu devraient s'élever à 68,9 milliards d'euros. Pour 2015, si nous faisons l'exercice, nous partons de ces 68,9, nous enlevons les 3 milliards 169, nous enlevons 100 millions pour le régime des plus-values immobilières, 300 sur le fait de l'impact de l'impôt sur le revenu de la dernière loi sur les retraites, donc ça c'est les composantes en moins, et nous équilibrons avec 1,3 milliard de la mesure exceptionnelle qui a été mise en œuvre en septembre. Il y a aussi, pour parvenir à l'équilibre, 1,8 milliard d'euros qui interviennent de progression naturelle. C'est ainsi que l'équilibre, au total, les recettes prévues par ce PLF atteindront 292,6 milliards d'euros en 2015,
dont 278,9 milliards d'euros de recettes fiscales. Il s'agit bien entendu de prévisions. Et même si cette année, je dois le souligner, messieurs les ministres, elles sont plus prudentes que les années précédentes, il convient bien entendu de rester toujours vigilant sur ces prévisions. Dernier mot, c'est le soutien à l'investissement. Alors, je voudrais peut-être dire quelques mots du CICE à cette tribune, puisque nous avons reçu en amont de ce projet de loi de finances 2 rapports. Le premier, qui est le 2e rapport annuel du comité de suivi qui a été instauré par la loi, et le second, qui est celui de notre collègue Yves Blein, au nom de la mission d'information qui a été créée par la conférence des présidents. Cette année, le coût budgétaire du CICE est de 6,5 milliards d'euros en 2014. C'est un tout petit peu inférieur à la prévision initiale, qui s'explique notamment par une dynamique de l'impôt sur les sociétés, qui est due à la conjoncture. Lorsque l'on regarde en termes de bénéficiaires du CICE, les micro-entreprises et les PME ont perçu, concentrent à elles deux, 42% de la créance, ce qui vise aussi à atteindre l'objectif que nous souhaitions. Dernier point, toujours dans ces 2 rapports, c'est l'enquête de conjoncture de l'INSEE qui fait ainsi apparaître que pour plus de la moitié des entreprises, 52% dans les services et 58% dans l'industrie, pour la moitié de ces entreprises, le CICE servira prioritairement à l'investissement. Alors bien sûr, ces éléments sont purement déclaratifs, ils devront être confirmés ultérieurement, mais ça montre que sur l'objectif d'investissement, il y a un soutien qui doit être confirmé et qui bien sûr devra se vérifier dans les chiffres. Toujours pour soutenir l'activité économique, le CIDD, qui se transforme en crédit d'impôt pour la transition énergétique, devient plus attractif puisqu'il permet aux ménages d'investir sans attendre dans la rénovation de leur logement. Alors, auparavant, il y avait plusieurs conditions puisqu'il fallait réaliser plusieurs travaux de manière concomitante pour avoir le droit au crédit d'impôt. Dans le projet de loi qui nous est soumis, cette condition est supprimée. Le taux du crédit d'impôt est monté à 30% pour les équipements, soit effectivement un niveau qui est nettement plus avantageux que ce qui était prévu avant. Tous ces aménagements doivent entrer ou sont entrés en vigueur, s'ils sont confirmés bien sûr par la loi, au 1er septembre, et ils devraient produire leurs effets les plus rapidement possible. Il y a aussi d'autres mesures de fiscalité, de dépenses fiscales qui sont opérées via ce PLF, mais si on met toutes les mesures sur le logement bout à bout, on peut espérer, en faisant un petit calcul, que ça doit permettre d'augmenter le chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment sur la partie rénovation entre 4 et 5%. 4 à 5% de croissance pour la rénovation, pour les entreprises du BTP, c'est un chiffre qui est extrêmement important et je pense qu'il faut que tous les citoyens, toutes les entreprises puissent s'en saisir rapidement. Dernier point, parce qu'il y a l'investissement privé, mais bien entendu, il y a l'investissement public. Vous y avez fait référence, Monsieur le Ministre. Le soutien à l'économie, ça passe aussi par la mobilisation des collectivités locales. C'est pour cela qu'il est crucial qu'elles maintiennent leur investissement. Et on le sait, l'année qui suit les élections municipales, lorsqu'elles réalisaient l'an dernier 50 milliards d'euros d'investissement, elles pourraient n'en réaliser que 46 ou 45. Alors, c'est le sens des amendements que nous avons déposés et votés en commission des finances. C'est le sens de nouveaux amendements que, bien entendu, nous reporterons ici dans cet hémicycle pour que nous puissions trouver la meilleure façon de soutenir l'investissement des collectivités locales. Pour finir, permettez-moi, mes chers collègues, de citer le nouveau prix Nobel d'économie, Jean Tirole. On peut aider à avoir de meilleures supervisions, à fournir des idées. Mais il faut que les politiques se les approprient et qu'il y ait des discussions autour de ces idées. J'ai envie de dire que discuter de ce projet de loi de finances et de cette loi de programmation, ça consiste à se les approprier et c'est le but de l'examen. Aussi, à l'issue, je vous invite à adopter ces 2 projets de loi comme l'a fait la commission des finances. Merci, Madame la rapporteure générale.